Octobre 1941. L'air glacial mordait déjà la peau, présage subtil d'un enfer qui approchait. Dans ces vastes steppes russes, la machine de guerre nazie, la Wehrmacht, était une force implacable, un colosse d'acier et de feu qui semblait défier les lois mêmes de la nature. Des plages de France jusqu'aux plaines de Pologne, son avancée était un tsunami irrésistible, une marée noire qui avalait tout sur son passage. La confiance était un manteau invisible sur chaque casque, chaque char Panzer, chaque fusil carabineur 98K. Moscou, le cœur palpitant du géant soviétique, était dans sa ligne de mire. L'opération Typhon, le coup final, la promesse de victoire qui résonnait dans les couloirs du pouvoir à Berlin. L'odeur métallique de la poudre fraîche se mêlait à l'odeur de la terre retournée, un arôme âcre de destruction. Le vrombissement assourdissant des moteurs des chars et des véhicules blindés résonnait sur des kilomètres. Un bourdonnement constant qui se transformait en un rugissement bestial, présage de mort imminente. Le sol tremblait, non pas à cause d'un séisme, mais sous la marche de centaines de milliers d'hommes, de blindés et d'artillerie lourde. C'était la pulsation d'un empire en pleine ascension, le battement d'un cœur de fer, déterminé à écraser toute résistance. Le ciel, souvent gris et indifférent, semblait observer avec un silence lourd, presque complice, tandis que l'histoire s'écrivait dans le sang et la poussière. La gloire, le triomphe total, semblaient à portée de main des Allemands. Mais que s'est-il réellement passé durant cet hiver infernal? Pour percer les secrets de l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire, abonnez-vous maintenant et rejoignez la légion des historiens qui cherchent la vérité derrière les mythes. L'opération Typhon fut lancée avec une fureur sans précédent, une tempête d'acier et de feu. La vitesse, l'essence même de la Blitzkrieg, était l'âme de cette offensive. Les divisions blindées tranchaient les lignes soviétiques comme des couteaux aiguisés dans du beurre, ouvrant de profondes brèches dans la défense. Les soldats allemands, endurcis par des années de victoires consécutives, avançaient avec un élan presque surnaturel, une détermination froide et calculatrice. Les Stuka, les redoutables bombardiers en piqué, déchiraient l'air de leurs cris de sirène terrifiants, larguant des bombes qui faisaient exploser les positions ennemies dans un nuage de décombres et de fumée. L'artillerie pleuvait sans cesse sur les défenses soviétiques, transformant les tranchées en tombes ouvertes. Les défenses initiales de Staline, dont beaucoup étaient improvisées et mal équipées, s'effondraient sous l'assaut brutal. Des milliers de prisonniers étaient capturés, une masse désorganisée et terrorisée, leurs visages marqués par le choc et le désespoir. L'optimisme allemand était palpable, presque enivrant. Berlin célébrait les rapports d'avancée, les nouvelles de conquête rapide. Moscou, pensait-il, tomberait avant Noël. La victoire était écrite dans les étoiles, ou du moins c'est ce qu'il semblait aux yeux des vainqueurs. L'odeur de fumée et de chair brûlée flottait sur les champs, une odeur nauséabonde qui deviendrait la signature de cette avancée. Le son constant des tirs, le métal tordu des chars détruits, les cris de commandement en allemand et les lamentations en russe se mêlaient en une symphonie macabre. Le sol, autrefois fertile et prometteur, était maintenant une cicatrice ouverte, marquée par les cratères et les débris, témoignage silencieux du passage de la guerre. Mais la nature se moque de l'arrogance humaine. L'hiver russe, le légendaire général hiver, était à l'affût, une force plus grande et plus implacable que n'importe quelle armée. Ce qui avait commencé comme une marche triomphale, une parade de puissance, allait bientôt se transformer en un enfer blanc. La terre qui tremblait auparavant sous l'avancée allemande commencerait lentement à les engloutir. Le ciel, qui semblait indifférent, se fermait maintenant, s'assombrissant. Des nuages chargés, lourds de neige et de malheur, promettaient plus qu'un simple refroidissement. Ils promettaient un tourment glacial, un piège fatal. Le vent hurlait, une plainte qui n'était pas celle des hommes, mais de la steppe elle-même, un chant funèbre pour ceux qui avaient osé la défier. La confiance, autrefois inébranlable, commençait à se fissurer, une fêlure presque imperceptible dans l'éclat de l'acier. La vitesse qui avait détruit les défenses initiales des 600 000 soldats de Staline commençait à être défiée par un ennemi invisible et implacable, le froid. Ce qui n'était, au début, qu'un défi à surmonter, se transforma en un ennemi plus mortel que n'importe quelle division d'infanterie. Le sol, autrefois juste dur et poussiéreux, devint un piège. La Rasputitsa, la saison des boues russes, arriva avec une férocité inattendue. Des pluies torrentielles transformèrent les routes de terre en rivières de boue épaisse.
Un marécage collant qui aspirait les bottes des soldats avec une force implacable, drainant leur énergie à chaque pas. Le rugissement des moteurs des chars se transformait maintenant en un gémissement désespéré, tandis que les machines de guerre s'enfonçaient, impuissantes, dans l'argile froide et humide. L'avancée, autrefois une course effrénée, devint une torture centimètre par centimètre. L'odeur de diesel se mêlait à l'odeur de la terre mouillée et de la sueur froide, un arôme d'effort inutile. Chaque kilomètre conquis exigeait un sacrifice inhumain. Les véhicules de ravitaillement, vitaux pour la machine de guerre allemande, restaient embourbés pendant des jours, des semaines. La nourriture, les munitions, le carburant et surtout les vêtements d'hiver n'arrivaient pas sur la ligne de front. La Blitzkrieg, qui dépendait de la vitesse et de la mobilité, fut brutalement paralysée. La confiance, autrefois une flamme ardente dans les yeux des soldats, se voyait maintenant menacée. Le vent glacial commençait à pénétrer les uniformes fins et les mains, autrefois fermes sur la gâchette, tremblèrent de froid. La nature, avec son indifférence brutale, imposait son propre siège. Puis, le froid arriva. Pas un froid européen, mais le froid sibérien, une glace qui coupait la chair et gelait l'âme. Les températures chutèrent à 20, 30, 40 degrés Celsius. La boue se solidifia en un terrain irrégulier et traître, recouvert d'une couche de neige qui devint bientôt un linceul blanc et implacable. Les chars, qui étaient autrefois des symboles de puissance, étaient maintenant des boîtes de métal gelées, leurs moteurs refusant de démarrer, l'huile solidifiée dans leurs veines. Les fusils gelaient, la graisse durcissait, les rendant inutilisables. Le son du métal craquant sous le froid intense était constant, une plainte mécanique qui faisait écho au désespoir croissant des hommes. L'enfer blanc était arrivé. L'odeur de chair gangrenée et de plaies ouvertes, causée par les engelures, commença à se répandre dans les campements improvisés. Les doigts et les orteils noircissaient, tombaient. Des hommes forts, habitués à la victoire, étaient réduits à des silhouettes tremblantes et apathiques, leurs visages pâles et leurs yeux vides fixés sur l'immensité blanche. À chaque tempête de neige, à chaque nuit glaciale, le moral s'effondrait. Les ordres d'avancer devenaient des murmures de désespoir. L'ennemi n'était plus seulement le soviétique, mais l'air même qu'ils respiraient, la terre sous leurs pieds. Pendant que la Wehrmacht chancelait sous le poids de la nature, la résistance soviétique se renforçait. Staline, qui semblait auparavant au bord de l'effondrement, mobilisait de nouvelles divisions, certaines venues de Sibérie, habituées au froid extrême, équipées de vêtements d'hiver et d'une détermination féroce à défendre leur capitale. Ce qui était un tourment pour les Allemands était un champ de bataille familier pour les Soviétiques. Les embuscades devinrent plus fréquentes, les attaques nocturnes s'intensifièrent. Le silence sépulcral de l'hiver russe était brisé par le son strident des mitrailleuses et des grenades, un rappel constant que, même paralysé, l'ennemi était toujours là et qu'il contre-attaquait. La vitesse qui avait détruit les défenses initiales se retournait maintenant contre eux, transformant une marche triomphale en une agonie lente et douloureuse, un cauchemar glacial dont il n'y avait pas de réveil facile. L'hiver n'était pas seulement un ennemi, il était un complice silencieux de la résistance soviétique, un général impitoyable qui transformait chaque flocon de neige en arme et chaque brise en coup mortel. Ce qui était autrefois une marche de conquête était devenu une lutte pour la survie, une agonie glacée où chaque pas était un test de santé mentale. L'opération Typhon, la promesse de victoire, sombrait dans la neige et la glace, entraînant avec elle l'orgueil et l'invincibilité de la Wehrmacht. Le cœur du conflit était un enfer blanc. Le son des moteurs allemands, autrefois un rugissement de puissance, était maintenant remplacé par le claquement sec des armes gelant, par le gémissement des chars coincés dans la neige profonde, leurs canons muets, leurs chenilles immobiles. Le hurlement du vent sibérien se mêlait aux cris de douleur et de désespoir, aux craquements d'os brisés sous l'impact des baïonnettes et des crosses. Les soldats allemands, autrefois confiants, avaient maintenant des visages émaciés, des barbes gelées, des yeux vides d'espoir. Leurs uniformes fins, inadaptés au froid polaire, étaient comme des linceuls anticipés. De l'autre côté, les défenseurs soviétiques émergeaient des forêts glacées et des tranchées enneigées comme des fantômes. Les troupes sibériennes, habituées aux températures extrêmes, équipées de manteaux matelassés et de bottes en feutre, valenki, avançaient avec une férocité qui frisait le fanatisme. Leurs fusils Mosin-Nagant, plus simples et plus robustes, fonctionnaient là où les carabineurs allemands échouaient,
Le son caractéristique des lance-roquettes Katyusha, les orgues de Staline, déchirait le ciel nocturne, leurs salves de roquettes explosant en torrents de feu et d'éclats, transformant la neige en une mer de sang et de débris. Les batailles étaient sauvages, disputées dans des villages fantômes, dans des forêts de bouleaux blancs où chaque arbre pouvait cacher un tireur d'élite ou une embuscade. Le combat au corps à corps était brutal, une danse macabre dans la neige rouge. Des mains gelées agrippèrent des couteaux, des pelles, n'importe quoi qui pouvait blesser. L'odeur métallique de sang frais se mêlait à l'odeur âcre de la sueur, de la fumée de poudre et à la nausée de la peur. Au milieu du chaos, des civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, tentaient de se cacher dans des caves glaciales, leurs oreilles tourmentées par les sons incessants de la guerre, le crépitement des mitrailleuses, les explosions de grenades, les cris d'hommes mourant dans différentes langues. Des villages comme Borodino, autrefois théâtre d'une autre bataille épique, étaient à nouveau témoins de la barbarie. Leurs quelques maisons en bois transformées en décombres fumants, leurs rues couvertes de corps gelés. Le sol, autrefois sacré, était maintenant un cimetière improvisé, un témoignage muet de la futilité de l'avancée allemande. La faim et le froid étaient des ennemis silencieux, aussi mortels que les balles. Les soldats allemands, sans approvisionnement adéquat, chassaient les chiens et les chevaux, se disputaient les miettes. La dysenterie et la gangrène se propageaient, transformant de simples blessures en condamnations à mort. Le moral allemand chutait. Des rapports de désertion et d'automutilation commencèrent à émerger. Les hommes, épuisés et désolés, voyaient leurs camarades succomber au froid, pas à l'ennemi. Leurs yeux, autrefois remplis de fierté, reflétaient maintenant l'horreur d'un cauchemar sans fin. La propagande soviétique, autrefois sous-estimée, gagnait maintenant en force, exploitant le désespoir ennemi. Pas un pas en arrière, l'ordre de Staline résonnait dans les tranchées russes, insufflant un dernier courage désespéré. L'impact psychologique était écrasant. Le son du vent hurlant dans la steppe, le silence oppressant de la neige tombante, tout contribuait à un sentiment d'isolement et d'impuissance. La frontière entre le combattant et la victime devenait ténue, effacée par la brutalité de l'hiver. Les officiers allemands, autrefois confiants dans leurs cartes et leurs plans, observaient maintenant avec terreur l'effondrement de leur division, la paralysie de leur machine de guerre. Ce qui devait être un assaut décisif sur Moscou s'était transformé en un piège, un tourbillon de glace et de mort qui aspirait la vie de milliers d'hommes chaque jour qui passait. La Blitzkrieg avait échoué, non par manque de bravoure, mais pour avoir sous-estimé la férocité de la terre et la résilience d'un peuple. Le siège se refermait, non seulement autour de Moscou, mais autour de l'espoir allemand lui-même. Le siège se refermait, non seulement autour de Moscou, mais autour de l'espoir allemand lui-même. L'immensité de la steppe russe, autrefois un chemin vers la gloire, s'était maintenant transformée en un piège glacial et sans fin. Les lignes de ravitaillement allemandes, déjà étirées à la limite par la vitesse initiale de la Blitzkrieg, étaient maintenant complètement rompues par l'hiver implacable et l'activité croissante de la guérilla soviétique. Chaque kilomètre de route était une embuscade potentielle, chaque forêt une cachette pour les partisans, qui émergeaient comme des loups affamés dans la neige, attaquant les convois isolés et sabotant les communications. L'isolement était un poison lent qui rongeait l'âme des troupes allemandes. Des régiments entiers restaient sans communication pendant des jours, des semaines, sans ordre clair, sans nouvelles du front principal. La tempête de neige et les températures brutales ne paralysaient pas seulement les véhicules, mais aussi les systèmes radio, transformant la coordination en cauchemar. Les soldats se sentaient abandonnés, oubliés dans des avant-postes gelés, leurs espoirs de renforts ou de secours diminuant chaque jour qui passait. Le silence de la neige, autrefois simple détail du paysage, était maintenant un son oppressant, un rappel constant de leur solitude et de leur vulnérabilité. La pénurie de ravitaillement atteignit des niveaux catastrophiques. Le carburant gelait dans les réservoirs, les transformant en monuments de métal inutiles. Les munitions, rationnées, forcèrent les soldats à économiser chaque tir, une décision fatale lors de combats intenses. Mais le plus cruel était le manque de nourriture et de vêtements d'hiver. Les uniformes d'été, autrefois motif de fierté, étaient maintenant une malédiction. Les hommes s'enveloppèrent dans des haillons, des peaux d'animaux, n'importe quoi pour tenter d'éloigner le froid qui pénétrait jusqu'aux os. L'odeur de la faim était omniprésente, une odeur aigre de désespoir. Les rats, autrefois nuisibles, devinrent des sources de protéines disputées.
Les carcasses de chevaux gelés étaient démembrées avec des couteaux émoussés, leur chair dure consommée crue ou à peine cuite. La dysenterie, la pneumonie et la gangrène due au gel décimaient plus d'hommes que les balles soviétiques. Pendant que la Wehrmacht dépérissait, la population civile russe vivait son propre enfer. Des millions de personnes furent prises entre deux feux, leurs maisons détruites, leurs vies bouleversées. Des familles entières fuyant les villes et villages bombardés, se transformant en fleuves de réfugiés affamés et gelés, traînant leurs maigres possessions dans la neige profonde. Des enfants au visage bleu de froid, des mères portant des bébés enveloppés dans des lambeaux, des vieillards se traînant, chacun d'eux témoignage silencieux de la brutalité de la guerre. Beaucoup succombaient à l'épuisement et au froid sur les routes glacées, leurs corps rapidement recouverts par la neige, transformant le paysage en un cimetière sans croix. La résistance désespérée soviétique, nourrie par la défense de leur terre natale, s'intensifiait. Les partisans, dont beaucoup étaient de simples paysans, des femmes et des vieillards, formaient des groupes de guérillas, connaissant chaque sentier et chaque cachette dans la forêt. Ils attaquaient les convois, sabotaient les voies ferrées, coupaient les lignes téléphoniques et exécutaient les espions allemands capturés avec une férocité implacable, répondant à la brutalité par la brutalité. La forêt, autrefois un refuge, était maintenant un champ de bataille silencieux et mortel. Le hurlement du vent était souvent le seul avertissement avant une attaque surprise, un rappel constant de la présence invisible et létale de l'ennemi. L'effondrement moral et physique des forces allemandes était visible. La discipline, pilier de la Wehrmacht, s'effritait. Les officiers luttaient pour maintenir le contrôle sur des hommes épuisés, malades et démoralisés. Là où il y avait autrefois des ordres clairs, il n'y avait plus que des murmures de désespoir et le sentiment croissant de futilité. De nombreux soldats abandonnaient tout simplement, s'asseyant dans la neige, attendant la mort par congélation. D'autres tentaient l'automutilation pour échapper au front. Les yeux, autrefois remplis d'ambition, ne reflétaient plus que le vide du traumatisme, le poids d'un hiver devenu une condamnation à mort. L'invincible machine de guerre allemande se désintégrait, non pas par un coup décisif, mais par 1000 coupures de glace, de faim et de désespoir, un piège mortel auquel peu espéraient échapper. Le piège était tendu. Le siège de glace et de désespoir étranglait la Wehrmacht. Mais l'histoire ne se contenterait pas de voir la machine allemande simplement gelée. Moscou ne tomberait pas sans un combat final, un cri de guerre qui résonnerait à travers les siècles. Au début de décembre 1941, alors que les températures chutaient à des niveaux sibériens et que la confiance allemande se désintégrait, l'Union soviétique lança sa contre-offensive décisive. C'était le point culminant du conflit, le moment où le cours des choses bascula avec une fureur brutale. De l'Est, derrière les lignes défensives que les Allemands pensaient avoir percées, émergèrent de nouvelles divisions soviétiques. Ce n'étaient pas les soldats épuisés et démoralisés du début de l'invasion, mais des troupes fraîches, dont beaucoup venaient de Sibérie et d'Extrême-Orient, endurcis par le froid et entraînés à combattre dans des conditions extrêmes, équipés de lourds vêtements d'hiver, de bottes en feutre, valenki, et de skis. Ils se déplaçaient avec une agilité effrayante dans la neige profonde, là où les Allemands pouvaient à peine traîner les pieds. Le son caractéristique des chars T-34, les chars invincibles, rompit le silence glacial, leur moteur diesel, adapté au froid, rugissant tandis qu'ils avançaient sur les lignes allemandes gelées. Leurs canons de 76 mm crachèrent le feu, transformant les bunkers improvisés et les positions fortifiées en tas de décombres. L'infanterie soviétique, camouflée en uniforme blanc, suivait de près, attaquant à la baïonnette et au pistolet mitrailleur PPSH-41, un déluge de plomb qui balayait les défenses allemandes. L'odeur de poudre brûlée se mêlait à l'air glacial, un contraste saisissant qui annonçait le changement de fortune. Le choc fut écrasant. Les Allemands, déjà au bord de l'effondrement, furent pris complètement par surprise. Leurs chars, gelés et inopérants, étaient des cibles faciles. Leurs armes, enrayées par la glace, faisaient défaut au moment le plus critique. Le moral, déjà fragilisé, s'effondra dans la panique. Ce qui était auparavant une défense désespérée se transforma en une fuite chaotique. Le cri « Russisch Panzer » char russe résonnait au milieu du chaos, un son qui glaçait le sang des soldats allemands. Adolf Hitler, à des milliers de kilomètres dans son quartier général, refusait d'accepter la réalité. Dans une décision que beaucoup considérèrent comme une erreur catastrophique,
Il ordonna pas un pas en arrière. Aucune retraite n'était autorisée. Les hommes devaient tenir leur position jusqu'à leur dernier souffle, même si cela signifiait l'anéantissement. Pour les commandants sur le front comme Guderian et Bock, l'ordre était insoutenable. Leurs divisions étaient massacrées, leurs lignes désintégrées. L'entêtement d'Hitler transformait une possible retraite tactique en une catastrophe humanitaire sans précédent. De nombreux officiers allemands, confrontés à l'insubordination ou à la mort de leurs hommes, prirent des décisions difficiles, désobéissant aux ordres directs pour tenter de sauver ce qui restait de leurs unités. Ils ordonnèrent des retraites non autorisées, déplaçant leurs hommes vers des positions défensives plus tenables, ou tentant simplement d'échapper à l'encerclement soviétique. Mais à chaque pas en arrière, le coût humain augmentait de façon exponentielle. La retraite allemande ne fut pas une manœuvre militaire ordonnée, mais une débandade brutale à travers un enfer blanc. Les hommes abandonnaient leur équipement, leurs véhicules, leurs camarades blessés dans l'espoir désespéré d'échapper à la poursuite soviétique et au froid implacable. Des corps gelés gisaient dans la neige, certains encore en position de course, d'autres serrant leurs fusils, leurs expressions pétrifiées par l'horreur et le froid. Le paysage était d'une dévastation totale, des routes jonchées de chars et de camions abandonnés, des piles de munitions et de ravitaillements laissés derrière, témoignage muet de la rapidité et de la fureur de la défaite. Les Soviétiques, poussés par la vengeance et la défense de leur capitale, ne montraient aucune pitié. La poursuite était implacable. Chaque forêt, chaque village devenait un lieu de combat. Des embuscades étaient tendues. Les tireurs d'élite traquaient les officiers allemands. Le son constant des tirs, le crépitement du feu dans les villages incendiés par les Soviétiques pour priver l'ennemi d'abri, le hurlement du vent qui emportait les cris des mourants, tout se mêlait en une symphonie d'horreur. La neige, autrefois blanche et pure, était maintenant tachée de sang, un tapis écarlate recouvrant les champs de bataille. Des prisonniers allemands, affamés, gelés et démoralisés, étaient capturés par milliers. Leurs yeux, autrefois pleins de fierté, reflétaient maintenant le vide de la défaite, le choc de voir leur armée invincible s'effondrer. Beaucoup d'entre eux, déjà affaiblis par le froid et la faim, ne survivraient pas au camp de prisonniers soviétiques. L'arrogance initiale de l'opération Typhon, la promesse d'une victoire rapide et décisive, s'était transformée en un cauchemar aux proportions épiques. Moscou était sauvé, mais à quel prix? La question planait sur les champs de bataille gelés, écho amer de sacrifices et de souffrances, tandis que la Wehrmacht se traînait loin de la capitale, laissant derrière elle une traînée de mort et de destruction. La Blitzkrieg avait été brisée, non seulement par les chars et les fusils, mais par la volonté indomptable d'un peuple et la fureur d'un hiver impitoyable. Le destin de la guerre sur le front de l'Est avait été scellé dans ces steppes glacées. La retraite allemande laissa une traînée de désolation et de mort, mais les conséquences de l'opération Typhon s'étendirent bien au-delà des champs de bataille gelés. Pour les milliers de survivants allemands, l'expérience fut un traumatisme indélébile. Ceux qui ne succombèrent pas au froid et à la poursuite soviétique furent capturés, envoyés dans des camps de prisonniers au cœur de l'Union soviétique. Beaucoup, déjà affaiblis par la faim, les engelures et l'épuisement, ne revinrent jamais chez eux. L'hiver russe était devenu leur tombeau et le silence de la neige, leur épitaphe. Leurs corps, marqués par les blessures et le gel, portaient les cicatrices visibles d'une défaite brutale, mais leurs esprits et leurs âmes étaient encore plus profondément blessés, hantés par les horreurs d'un enfer blanc. Du côté soviétique, la victoire de Moscou fut un souffle d'espoir, une injection de morale qui résonna dans toute la nation. Cependant, cette victoire eut un coût humain inimaginable. L'épuisement était palpable, une fatigue profonde qui s'étendait des tranchées aux villes. Des millions de vies furent perdues, civiles et militaires, dans un conflit qui transforma des paysages entiers en ruines fumantes. Des villes comme Vyazma et Mojaïsk, autrefois vibrantes, n'étaient plus que des squelettes de pierre et de bois, leurs rues jonchées de décombres et du souvenir de cris réduits au silence. Le traumatisme psychologique de masse imprégna la société, une blessure collective qui mettrait des décennies à cicatriser. L'odeur de la mort, de la fumée et du désespoir s'imprégna dans la mémoire olfactive d'une génération, rappel constant du sacrifice. L'opération Typhon devint ainsi une leçon historique, gravée dans le fer et le feu. Elle démasqua l'arrogance militaire d'une machine de guerre qui se croyait invincible, révélant la fragilité du pouvoir face à la ténacité humaine et à la fureur incontrôlable de la nature.
Le général Hiver n'était pas une figure folklorique, mais une force implacable qui, alliée à la résilience inébranlable du peuple soviétique, transforma la Blitzkrieg en un bourbier de glace et de désespoir. La sous-estimation de l'ennemi, de sa capacité de résistance et d'adaptation, coûta à l'Allemagne non seulement des hommes et du matériel, mais aussi l'élan de sa campagne à l'Est. L'impact symbolique fut monumental. L'échec de la prise de Moscou garantit la survie du cœur politique et industriel de l'Union soviétique et, de manière cruciale, empêcha l'Allemagne de porter un coup décisif au début de la guerre. L'événement changea le cours de la Seconde Guerre mondiale, marquant la fin de la croyance en l'invincibilité allemande et insufflant un nouvel espoir aux forces alliées. Ce fut un tournant, un moment où le cours des choses commença à s'inverser, lentement et douloureusement contre l'axe. L'héritage de l'opération Typhon reste visible et ressenti jusqu'à aujourd'hui. Les cicatrices sont encore sur la terre, dans les monuments érigés à la mémoire des morts, dans les musées qui préservent les reliques d'une époque d'horreur et d'héroïsme. Elles sont aussi dans l'âme du peuple russe, qui se souvient avec fierté et douleur du sacrifice de ses ancêtres. Livres, films et documentaires continuent d'explorer la profondeur de ce conflit, tentant de capturer le son du vent sibérien, l'odeur métallique du sang sur la neige, le désespoir et le courage qui définirent ces mois brutaux. C'est un témoignage éternel de la brutalité de la guerre, de la fragilité de l'ambition humaine et de la force inébranlable de l'esprit d'un peuple qui refusa de céder, même face à l'abîme. La mémoire de la bataille de Moscou est un cri silencieux contre la guerre et un hymne à la résilience humaine. L'opération Typhon demeure un monument à la brutalité de la guerre, mais aussi à l'incroyable courage et à la résilience humaine face à l'abîme. Au cours de ces mois glacials de 1941, le monde fut témoin de l'enfer gelé, où l'ambition militaire se heurta à la fureur de la nature et à la volonté indomptable d'un peuple. Le son tranchant du vent sibérien, l'odeur métallique du sang sur la neige, les cris de désespoir et les murmures d'espoir se mêlèrent en une symphonie tragique qui résonne encore aujourd'hui dans les steppes russes. Chaque ruine de Vyazma, chaque tranchée oubliée aux abords de Moscou, est un cri silencieux contre la guerre, un rappel poignant du coût incalculable du conflit. Chaque flocon de neige qui tombe sur ces champs de bataille est un témoignage muet du sang versé, de la vie fauchée, des rêves gelés. La résilience des soldats soviétiques, la détermination des civils, la capacité humaine à endurer l'insupportable, tout cela s'est manifesté dans une lutte épique pour la survie, une défense qui a redéfini le cours de l'histoire. L'héritage de Moscou est un rappel éternel de ce qui peut être perdu lorsque l'arrogance militaire aveugle la raison, et de ce qui peut être gagné lorsque l'humanité est poussée à ses limites. C'est un sombre avertissement contre la répétition des erreurs du passé, un appel à la paix et à la compréhension. Que la mémoire de ces jours brutaux nous inspire à valoriser la vie, à honorer le sacrifice et à rechercher un avenir où la neige ne sera pas tachée de sang, mais reflètera la pureté de l'espoir. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage dans le passé, en explorant les moments qui ont façonné notre monde.